Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mort au dictateur. Voilà les mots forts repris en chœur par des milliers de manifestants iraniens hier soir dans les rues de Téhéran. La mobilisation a débuté le 28 décembre dernier. Elle gagne désormais tout le pays. On va faire le point avec vous ce matin. Antoine Bienvaux, bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et on a vu des images fortes qui nous parviennent encore ce matin, malgré la coupure généralisée d'Internet dans le pays. Oui, depuis hier soir, le pouvoir vacille face à la colère de milliers d'Iraniens qui répondent massivement à l'appel lancé par Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran. Partout dans le pays, les manifestants déferlent, brûlent sur leur passage drapeaux, bâtiments officiels et symboles du régime islamique. La contestation gagne même la ville de Mashhad, lieu de naissance de l'ayatollah Khamenei, et considérée comme l'une des places fortes du pouvoir. Alors les Iraniens, Antoine, sont à bout et en vérité, ils n'ont plus rien à perdre. Oui, les commerçants ne vendent plus rien. L'économie iranienne est dans un état désastreux, ce qui pousse ces manifestants à jeter toutes leurs forces dans la bataille, selon Emmanuel Razavi, grand reporter et spécialiste de l'Iran. Il était votre invité ce matin, Dimitri. Les Iraniens n'ont quasiment plus à manger. Vous savez qu'il y a des famines dans certaines provinces. 2/3 du territoire n'a plus d'eau potable. L'électricité en Iran est rationnée. Dans la plupart des grandes villes, en fait, les administrations sont fermées, les banques sont fermées, les magasins sont fermés. Bref, l'économie est à l'arrêt. Et c'est d'ailleurs cette crise économique qui avait fait naître la contestation à Téhéran le 28 décembre. Contestation qui atteint donc ce matin tout le pays. Alors c'est pas la première grande révolte en Iran, mais cette fois, Antoine, il y a des signaux quand même qui montrent que le pouvoir iranien est fébrile. Oui, car selon Emmanuel Razavi, de nombreux hauts dirigeants iraniens chercheraient à fuir le pays et notamment à gagner la France. L'ancien président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, donc une partie de sa famille, a mandaté en fait un avocat franco-iranien qui est à Paris pour obtenir en fait des visas pour la France. Donc c'est la preuve par A plus B que de toute façon tous ces gens-là ne croient plus du tout à la survie en fait du régime. Et signe aussi de l'inquiétude du régime. Des commandos des gardiens de la révolution, bras armés du pouvoir, auraient été déployés dans les rues. Des dizaines d'Iraniens auraient déjà été tués par les forces de l'ordre selon plusieurs ONG. Merci Antoine Bienvaux. Cette nuit, Starlink a fait savoir qu'il offrait Internet aux Iraniens jusqu'au 3 février, ce qui explique que des images nous parviennent malgré la coupure d'Internet dans le pays. Le pouvoir iranien est sous la menace de Donald Trump. Hier soir, le président américain a de nouveau mis en garde les mollahs. Écoutez. Je peux vous dire qu'ils ne vont pas bien, comme vous le savez probablement. Ils vont même très mal. Je leur ai fait savoir que s'ils commencent à tuer des gens, ce qu'ils ont tendance à faire pendant leurs émeutes, et ils ont beaucoup d'émeutes, nous les frapperons très durement. Donald Trump dans une interview aux médias conservateurs Salem News Channel cette nuit. À la une ce matin également, des inondations dans la Somme et la Seine-Maritime. Beaucoup de vent aussi sur le nord du pays. La tempête Gorati fait quelques dégâts. Alors on vient d'apprendre qu'il n'y a plus de vigilance orange dans le nord. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en revanche restent en vigilance orange. On a eu tout de même cette nuit des rafales jusqu'à 213 km/h à Barfleur dans la Manche. Ce matin, 380 000 foyers sont privés d'électricité. Des centaines d'antennes relais hors service perturbent les communications. Des routes sont fermées, notamment la nationale 13 dans la Manche. Sandrine Prioul, vous sillonnez depuis ce matin pour Europe 1 le littoral de ce département entre Granville et Cherbourg. Vous êtes à Coutances où on commence à croiser des voitures ce matin. Les Français vont au boulot. Attention, beaucoup d'arbres sont couchés sur les routes, Sandrine. Oui, en effet, c'est bien ce qui importe particulièrement ce matin, car vous pouvez croiser des arbres, des branches qui entravent les routes. La liaison principale qui va à Cherbourg est bloquée, donc la prudence reste de mise, même si on voit ce matin pas mal de voitures prendre le chemin du travail et les autorités qui sont dépêchées ci et là pour déblayer, comme ces pompiers croisés au sud de Coutances. Donc du coup, on a coupé le poteau téléphonique afin de pouvoir dégager la chaussée pour que les voitures puissent passer. Sur le secteur de Quétreville, ça va, c'est plus au niveau du secteur du Cotentin qu'on est plus impacté. Parce que ça gênait la chaussée, il y a une personne qui est venue nous trouver à la caserne et voilà, c'est pour ça qu'on est intervenu. Et maintenant que le jour va se lever, je pense que c'est là qu'on va pouvoir découvrir les différents dégâts et c'est là qu'on va intervenir au maximum. Des dégâts plutôt matériels donc. Une vingtaine de personnes étaient sinistrées ce matin dans le département de la Manche. Merci Sandrine Prioul. Plus de vigilance orange donc dans le nord-nord-ouest du pays. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent en orange en revanche. Notez que 4 accidents ont eu lieu cette nuit. 2 personnes ont été hospitalisées dans le nord du pays. Les écoles restent fermées. Plusieurs lignes de train sont également à l'arrêt. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Les tracteurs ont quitté Paris cette nuit. Pour la nuit, ils sont déjà de retour ce matin sur le périphérique parisien. Eh oui, opération escargot à hauteur de la porte de Montaigne.
Montreuil, dans l'est de la capitale. Les syndicats sont toujours vent debout, notamment contre l'accord entre l'UE et le Mercosur. Les 27 devraient donner leur feu vert aujourd'hui afin que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le signe lundi au Paraguay. Épilogue de plus de 25 ans de négociations, mais la France est finalement claire sur sa position. Paris va dire non. Oui, Emmanuel Macron a annoncé hier soir qu'il voterait contre ce traité. Le chef de l'État assure néanmoins avoir arraché de nombreuses concessions à la Commission européenne au cours des derniers mois. Mais tout autre choix qu'un vote contre aurait été politiquement intenable, Arthur Delaborde. Une opposition symbolique, insuffisante pour stopper le processus. Faute de minorité de blocage, elle n'empêchera pas Ursula von der Leyen de signer l'accord dès lundi au Paraguay. Alors pourquoi ce choix ? Parce qu'une abstention aurait été politiquement explosive. Colère du monde agricole, pression au Parlement, menace de censure du gouvernement. Le Mercosur est devenu un symbole, celui d'une agriculture française exposée à une concurrence déloyale. Pour Emmanuel Macron, voter contre, c'est donc tenter de limiter la casse sur le plan intérieur et afficher jusqu'au bout l'opposition de la France au traité, quitte à assumer l'isolement à Bruxelles. La signature de l'accord ne constitue pas la fin de l'histoire. Je continuerai de me battre pour protéger nos agriculteurs, promet le chef de l'État. La suite se jouera désormais au Parlement européen. Il devra se prononcer dans les semaines à venir pour ratifier le texte. D'ici là, la Commission pourrait décider d'une application provisoire et une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour contester la procédure d'adoption reste possible. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, le non français qui devait apaiser les tensions politiques, mais le RN ne l'entend pas de cette oreille. Jordan Bardella dénonce une manœuvre de communication aussi tardive qu'hypocrite. Son parti déposera une motion de censure contre le gouvernement et une autre au Parlement européen contre Ursula von der Leyen. En Suisse, maintenant 8 jours après le drame, l'hommage aujourd'hui aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. 40 morts, 116 blessés, la blessure est immense. Cet après-midi, une cérémonie aura lieu à 50 km de là, à Martigny, aux côtés des proches des victimes, plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 à Crans-Montana. Comment va se dérouler cette cérémonie, Jean-Luc ? Alors elle va se dérouler dans une salle placée sous haute surveillance, cérémonie ouverte uniquement aux familles de victimes. 1 millier de personnes est attendu, ainsi donc que plusieurs personnalités politiques, Emmanuel Macron donc, et puis le président italien Sergio Mattarella, ainsi que des représentants de 32 pays. Une cérémonie retransmise également dans la station de Crans-Montana sur plusieurs écrans géants. Ginette, toujours très émue 8 jours après le drame, sera présente tout à l'heure. J'ai de la peine, j'ai mal au cœur, monsieur. Je pense à tous ces parents, toute cette famille, même ceux qui sont encore en vie. Ils en ont pour des années jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Et tous les soirs, je prie pour eux, tous les soirs. Jean-Luc, ce matin, la police va auditionner les gérants du bar pour la première fois en tant que prévenu. Oui, des auditions du couple qui ont débuté à 8h et qui vont durer une partie de la journée. Un couple dans le collimateur de la justice suisse. D'autant que ce matin, on en apprend un peu plus sur les méthodes du gérant Jacques Moretti dans son bar. Par exemple, il demandait à ses employés de désactiver la tireuse à bière et de remplir les verres avec des canettes bon marché achetées chez Aldi. Idem pour les bouteilles de vodka haut de gamme vidées puis re-remplies avec de la vodka premier prix. Évidemment, à partir de là, il est facile d'imaginer qu'il faisait peut-être ses économies de bout de chandelle avec un peu tout, y compris avec les matériaux, notamment la mousse anti-bruit, utilisée pour la rénovation de son bar. Merci Jean-Luc Boujon en direct de Crans-Montana en Suisse pour Europe 1. Un mot de football, le PSG a remporté hier soir le trophée des champions aux dépens de l'Olympique de Marseille. Victoire au tir au but 4-1 après un score final de 2-2. Merci Fanny Marceau. À propos de foot, c'est un week-end de Coupe de France. Je vous signale que Jacques Vendroux ce soir recevra dans son studio des légendes à partir de 21h le président du FC Montreuil. C'est le petit poussé de la compétition. Ouais. Ils affrontent qui, Lens ? Non, Amiens. Amiens. C'est Sochaux qui affronte Lens, le premier de Ligue 1. Là, ça va être compliqué. Et Montreuil, ils sont régional 2. Donc bon courage.